Et si notre esprit avait ses propres gardes du corps, des sortes d'agents secrets complètement invisibles qui nous protègent chaque jour, sans même qu'on s'en rende compte? Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ces mécanismes de défense qui opèrent dans les coulisses de notre psyché. Voilà la question centrale. Il faut bien voir que notre monde intérieur, c'est un lieu de tension constante, un vrai environnement sous haute pression. Alors comment notre esprit fait-il pour garder son équilibre au milieu de tout ça? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une équipe de sécurité un peu particulière, celle qui protège notre ego, c'est-à-dire le centre de notre conscience, notre moi. On les appelle les mécanismes de défense. Leur mission est à la fois simple et absolument cruciale: maintenir notre équilibre psychologique coûte que coûte. En fait, tout part d'une idée fondamentale, qui vient notamment de Freud. Notre psyché, c'est un peu un champ de bataille permanent. Des désirs, des émotions, des règles sociales, tout ça s'affronte sans arrêt. Et c'est ce conflit qui génère de l'anxiété. C'est précisément pour calmer cette anxiété que nos défenses se déploient. Bon, la métaphore du garde du corps est sympa, mais laissons-la de côté un instant. Concrètement, c'est quoi ces fameux mécanismes? Quelle est leur définition en psychologie? Voilà la définition clé. Et attention, le mot le plus important ici, c'est inconscient. Ce ne sont pas des stratégies qu'on choisit d'activer. Non, non, elles se déclenchent toutes seules, automatiquement, un peu comme un réflexe, pour nous protéger d'une angoisse qui risquerait de nous submerger. Bien sûr, cette idée a pas mal évolué avec le temps. Freud en a posé les bases, mais c'est sa fille Anna Freud qui a vraiment clarifié leur rôle. Et puis, plus tard, un psychiatre, Georges Vaillant, a ajouté une dimension essentielle, une hiérarchie. Parce que, on va le voir, toutes les défenses ne se valent pas. Et ça, c'est l'apport génial d'Anna Freud. Une défense en soi n'est pas mauvaise. C'est sa rigidité, son usage excessif qui la rend problématique. Le refoulement, par exemple, est essentiel pour vivre en société. Mais s'il devient trop massif, là, il bascule dans le pathologique. Allez, à cette théorie. Voyons un peu comment ces mécanismes se manifestent dans la vie de tous les jours. On va voir que certains vont sûrement nous sembler très très familiers. On commence avec un grand classique, un mécanisme qu'on observe tout le temps, la projection. La projection, c'est très simple. Ça consiste à attribuer à quelqu'un d'autre nos propres sentiments, ce qu'on n'arrive pas à accepter chez soi. On met le conflit à l'extérieur pour préserver une image de soi positive. En gros, c'est une façon de se dire « le problème, ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Passons à un autre mécanisme, beaucoup plus radical celui-là, et considéré comme assez primitif dans sa façon de fonctionner, le déni. Le déni, c'est un refus simple, net et radical d'accepter une réalité qui fait trop mal. C'est comme si l'esprit fermait littéralement les yeux sur une information pour ne pas avoir à ressentir la souffrance qui va avec. C'est une défense de première ligne, mais qui peut être très dangereuse si elle s'installe dans la durée. Mais attention, toutes les défenses ne sont pas aussi directes. Certaines sont beaucoup plus sophistiquées, et même créatives. C'est le cas de la sublimation, qui est vue comme une défense très mature. Ce qui est absolument fascinant avec la sublimation, c'est qu'elle prend une énergie potentiellement destructrice et la transforme en quelque chose de constructif, de valorisé par la société. C'est vraiment le signe d'une grande maturité psychique, réussir à transformer le conflit en création. Ok, donc avec ces quelques exemples, on voit bien une chose. Les défenses ne sont pas toutes sur le même plan. On peut même les organiser selon une hiérarchie, une sorte d'échelle de maturité psychologique. Le modèle de Vaillant est super éclairant pour ça. En gros, il distingue 3 niveaux. Tout en bas, les défenses immatures, comme le déni, qui tordent complètement la réalité. Au milieu, les défenses névrotiques, qui vont plutôt la masquer ou la rationaliser. Et tout en haut, les défenses matures, comme la sublimation ou l'humour, qui permettent de gérer le conflit de manière saine et constructive. Et voilà le point essentiel à retenir. Le but du jeu, ce n'est pas de ne plus avoir de défense, de toute façon c'est impossible et ce serait même dangereux. Non, la santé psychologique, c'est de réussir à développer des stratégies de gestion des conflits qui soient plus souples, plus nuancées et, au final, plus adaptées. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, en pratique, ça sert à quoi de savoir tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important, par exemple, dans un cadre thérapeutique? Pour un thérapeute, c'est fondamental. Identifier les défenses d'une personne, c'est comme avoir une carte qui lui permet de comprendre où se situent les conflits et comment les aborder au mieux. Et surtout, c'est un excellent indicateur de progrès. Quand on voit une personne abandonner petit à petit des défenses rigides pour des stratégies plus souples, c'est un signe très concret que le travail thérapeutique porte ses fruits. Il faut vraiment comprendre une chose. Une thérapie ne cherche pas à briser les défenses. Elles sont là pour une bonne raison, à l'origine. Le but, c'est plutôt de les assouplir, de les diversifier, pour que la personne ait une boîte à outils beaucoup plus riche et efficace pour faire face aux défis de la vie.
Pour finir, une dernière pensée. Et si on changeait complètement notre regard sur ces défenses? Si, au lieu de les voir comme des boucliers un peu honteux ou des symptômes de faiblesse, on les considérait plutôt comme une boussole? Une boussole qui nous indiquerait nos zones de conflit, nos peurs, mais qui nous montrerait aussi un chemin possible vers une meilleure connaissance de soi et une plus grande maturité.